qu'est-ce que cette usine va apporter concrètement? La réponse dans cet élément de Leslie Poumetia sur les images de Christian Bock. Avec une capacité moyenne de 1200 bonbonnes de gaz par heure, le centre remplisseur de Koukoué a aidé à Premier est le fruit de la coopération Sud-Sud Cameroun-Maroc. Il va générer 1000 emplois directs et 10 000 autres indirects. Ce qui est venu ici à Koukoué va nous amener le développement, l'endurance. Koukoué va devenir grand. Koukoué c'est un village, mais d'ici quelques jours, dans quelques jours, Koukoué va devenir un quartier de la ville de Léa. Un quartier dans l'arrondissement de Léa. Le centre remplisseur à gaz de Koukoué va disposer de 2 réservoirs capables de stocker jusqu'à 320 tonnes. Bâti sur 3 hectares, il est doté d'une unité de production ultramoderne à même de peser des bouteilles de 60 kg. Avec le lancement des travaux aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à exploiter dans les 12 à 18 mois qui viennent. Ce projet aidera modestement à développer la ville d'un point de vue socio-économique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons cette nouvelle infrastructure, cette nouvelle industrie qui va enrichir le paysage industriel de notre pays. C'est une fierté de notre pays. 15 mois, c'est le temps prévu pour la réalisation de ce projet. L'on y voit déjà une réduction significative des multiples pénuries de gaz observées ces derniers jours à EDEA. Et c'est à plein gaz que l'exportation du bois en grume va se poursuivre en zone CEMAC. La décision portant son interdiction a été reportée à une date ultérieure. Une mesure prise par le Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale à 2 mois de l'entrée en vigueur de cette décision. Monique Naossi-Fosso, Henritina. Sans ce rétropédalage portant interdiction d'exportation du bois en grume, le Cameroun va subir une perte fiscale de l'ordre de 80 milliards de francs CFA. C'est le motif brandi lors du dernier Conseil des ministres de l'UEAC à Yaoundé. Tout part de l'état de santé de l'économie mondiale, handicapée par une succession de crises. Il y a une baisse, n'est-ce pas, généralisée de l'activité industrielle dans le monde. Ce qui fait que la demande en matières premières, notamment le bois, devient de plus en plus faible. Et donc, ça fait que ça nous entraîne sur la deuxième variable explicative. Et donc, lorsqu'il y a demande, forcément, c'est une qualité, n'est-ce pas, que notre capacité transformationnelle n'est pas en même, n'est-ce pas, de fournir. Selon le ministère des Forêts et de la Faune, 90% des unités de transformation du bois au Cameroun se limitent à la première transformation. Les dépités et les plaquages, une limite en matière du know-how. On aurait dû se rassurer d'abord que sur le plan technologique, on avait du répondant, c'est-à-dire qu'on avait de quoi pouvoir transformer le bois, non seulement que ce soit en produit semi-fini pour, n'est-ce pas, pour le mettre à la disposition du marché international ou alors en produit fini. Pour les opérateurs privés, ce report est une aubaine pour asseoir une industrie locale compétitive. Nous saluons cette décision au niveau du secteur privé. Et le report ne signifie pas qu'on n'y arriverons pas un jour. Toujours est-il qu'il y a des choses à faire. Le bois, dans les pays de la CEMAC, notamment le Cameroun et le Congo, constitue l'essentiel des sources de recettes fiscales. Et dans la sous-région, comme partout ailleurs, ils sont victimes de nombreuses violences dans l'exercice de leur métier. Les journalistes vivent l'injustice au quotidien à travers détentions arbitraires et tortures. À l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes, et ils ont révélé ces différentes entorses dans cet élément que nous proposent Leslie Poumetia et Marius Kosso. Entre 2006 et 2020, plus de 1200 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés. Des chiffres rendus publics par l'UNESCO. Au Cameroun, des cas d'injustice infligés aux hommes de médias sont légion. Il ne se passe pas une seule année sans que des journalistes soient interpellés. Certains outrepassent ces structures, le CNC et la justice, et vont dans les règlements de compte personnel. Assassinat, agression, violence physique, des gens qui sont bastonnés, on vous enlève dans un bar, on vous garde pendant une semaine, on vous torture et puis on vous libère le lendemain. Des menaces qui entachent la sphère médiatique camerounaise. Et pourtant, des lois sont définies pour assurer la protection des journalistes. Tout a été mis en place comme document, mais, comme on dit souvent, le Camerounais n'aime pas lire et même quand il dit n'aime pas appliquer. Si on appliquait seulement les résolutions des états généraux de la communication, en ce moment-là,
on se paraît le bon grain de livret. Donc nous appelons les journalistes à être suffisamment solides, c'est-à-dire que mobilisés autour de leur syndicat, afin qu'ensemble leur voix soit entendue. Le syndicat va continuer à se battre comme il le faisait par le passé. Les journalistes à travers l'association vont également continuer à se mobiliser afin que c'est cette impunité qui est véritablement une réalité au Cameroun. Le 2 novembre a été institué pour condamner et mettre fin aux violences perpétuées contre les journalistes et travailleurs des médias. Au Cameroun, les syndicalistes militent encore pour revoir la peine d'emprisonnement contre les délits de presse à la peine d'amende. Au Cameroun, la ligne rouge de la dissimulation des crimes commis contre des journalistes ne devrait jamais être franchie. C'est le souhait émis par des journalistes rencontrés cet après-midi à Yaoundé par Joël Diom III et Samuel Ebakissé. Norbert Zongo, le nom de ce journaliste burkinabé résonne encore dans les mémoires et incarne le prototype du journaliste tué délibérément à cause de son métier et dont le crime a été dissimulé par les commanditaires de son assassinat. Une situation impensable au Cameroun de la vie du journaliste Denis Kwebo. Il n'est pas possible au Cameroun d'assassiner un journaliste dans le cadre de l'exercice de son métier et rester impuni. Cet argumentaire, le journaliste par ailleurs commissaire des droits de l'homme l'adosse sur l'érection d'un cadre normatif protecteur pour les victimes. La législation nationale reprime tous les crimes ou l'assassinat tout simplement. Le journaliste Jude Viban relève pour sa part des soubresauts issus du terrain ayant pour cible des confrères de l'association des journalistes anglophones dont il est le président. Les informations qui nous parviennent du terrain, de nos membres qui parlent de l'intimidation, de agression à cause de leur travail. Certes, il existe des obscurantistes tapis dans l'ombre, œuvrant pour empêcher aux journalistes de relayer la bonne et la vraie information auprès du public. Mais le journaliste doit être exempt de tout reproche. On doit être reflet d'une bonne image. Le droit à l'information est consigné dans les objectifs de développement durable et ne saurait conduire à l'assassinat d'un journaliste, d'où l'exhortation des autorités camerounaises afin que la protection du journaliste soit toujours une garantie. Et 108 ans après l'exécution de Rodolphe Douala Mangabel, l'Allemagne reconnaît que le procès, la condamnation et l'exécution du résistant camerounais Teza Kolis était injuste. En visite au Cameroun, la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne dit la gêne de son pays et propose des axes de coopération. David Sandio, Henri Tinda pour les détails. Tout se passe en ce lieu chargé d'histoire. Pour s'être opposé à l'expropriation des terres orchestrée par l'administration allemande d'alors, Rodolphe Douala Manga fut exécuté ici. Un jugement biaisé au dire du ministre allemand des Affaires étrangères. Ils furent exécutés par l'administration coloniale allemande, au nom du peuple allemand. Mais ce jugement n'était pas juste. C'était une injustice. En tant que représentant du gouvernement fédéral allemand, je m'incline devant eux. Un pardon, mieux, un acte de reconnaissance qui réjouit les descendants des martyrs et surtout l'autorité traditionnelle. À ce niveau, nous pouvons penser à des projets socio-économiques qui vont ensemble unir l'Allemagne et le Cameroun, qui vont permettre même que là où il y avait ces résidents, on puisse élever quelque chose de grandiose en termes d'industrie, en termes de projets économiques qui permettent à ces communautés de se rappeler que ce que nous avons ici, c'est un souvenir de ce qui nous a resté. L'Allemagne tend la main au Cameroun, question de définir les axes de réparation. Nous ne pouvons pas effacer les injustices, mais nous ne sommes pas condamnés à rester passifs. En premier lieu, nous pouvons tenter de reconstruire le procès de l'époque. La République fédérale d'Allemagne a débuté tout récemment la réhabilitation de la mémoire de Rodolphe Douala Mangabel avec la construction des stèles à Haarlem et Oult, des villes allemandes. Et ouvrons le 3e épisode de la série sur les 40 ans du renouveau et l'homme qui incarne en scrutant ce mercredi la personnalité de Paul Biya.
L'évocation de son nom en Afrique ou partout dans le monde suscite réflexion et curiosité. L'homme politique réussit à déjouer les pronostics et des calculs des maîtres en sciences politiques. Monique Naossi-Fosso. 1992 marque le début emphatique de l'expression de bête politique jusque-là dissimulée chez Paul Biya. La présidentielle de cette année est la première du suffrage universel direct avec une pléthore de candidatures. Des camarades d'hier convertis en chasseurs de lions seront à ses trousses. La rue crie Paul Biya must go. Son challenger historique Nidjon Frundi agite les masses. C'est le messie du sofa dans finish. Les organisations de la société civile et partis politiques exigent la tenue d'une conférence nationale souveraine pour sortir de la crise sociopolitique. Contre toute attente, le successeur d'Amadou Ahidjo leur servira cette phrase devenue célèbre. La conférence nationale est sans objet. Biya ploie, mais ne rompt pas. Il remporte l'élection, naturellement contestée. C'est le temps des jeux d'alliance. Le parti MDR, l'UNDP conduit par Daïkole Daïsala et Bouba Maïgari vont le rejoindre pour constituer un gouvernement d'union nationale. Dans ton narquois ou pas, il fera savoir à ses adversaires politiques que l'agitation n'est pas signe de force. Me voici donc à Douala. Lance-t-il dans un environnement de tension. 1997-2004, les scrutins présidentiels lui sont favorables. Le mandat étant passé de 5 ans à 7 ans. À la surprise générale, le verrou de la limitation du mandat est levé. Désormais, c'est autant que possible. L'un de ses farouches opposants, Issa Chiroma Bakari, y est favorable avant de rejoindre le gouvernement peu après. Il sera alors son porte-parole. 2008, année des émeutes de la faim, Paul Biya y voit la main des pêcheurs en eau trouble. Il les qualifiera d'apprentis sorciers. Le pouvoir, il le contrôle, même après 2011. Les stratégies des opposants n'y feront rien. En 2015, il fera savoir à son hôte français François Hollande que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. 2018, il n'en fera qu'une bouchée. Alors que les marches contre le hold-up électoral se multiplient, il parlera de petits partis politiques. Au soir de ses 40 ans de magistère, il aura transformé les chasseurs de lions en adorateurs ou simplement ses pourfendeurs en Saul, convertis en apôtres du fils de Yenga. Et au pouvoir depuis 40 ans, l'homme qui incarne le renouveau est réputé fin, diplomate, raffiné, mais peut avoir le verbe haut ou peut basculer vers un style impertinent lorsque des événements de circonstances menacent le mandat qu'il a reçu du peuple. Tout ceci révélateur du soin qu'il apporte à la conservation de cette prérogative constitutionnelle. Phénotype de cet état d'esprit, quelques petites phrases du président qu'a sélectionné Rodrigue Tanguay. Sans psychanalyse, le Cameroun, c'est le Cameroun. Expression lâchée par Paul Biya au début des années 90 pour rappeler la spécificité de son pays, englué dans un débat sur l'opportunité de la tenue d'une conférence nationale, est fort évocatrice. Le chef de l'État voyait ainsi le sujet politique Cameroun comme unique, particulier et spécial, voire atypique. Généralement courtois, il n'hésitait pas dans les dédales de ce vif débat porté par l'opposition à avoir le verbe haut. Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Et comme le Cameroun c'est le Cameroun, il n'y aura donc pas eu de conférence nationale souveraine à la suite du Bénin, du Congo et autres, balayés comme notre triangle national par le vent de l'Est. Cette formule de Paul Biya est usitée aujourd'hui pour justifier tantôt la grandeur d'un peuple résilient, tantôt les servitudes de populations empêtrées dans la magouille, en tout cas de la débrouille et parfois du bricole. Au sommet de ce construit narratif, un président qui le lui tolère tant que ça peut doper la paix sociale et la cohésion. En 40 ans, le renouveau aura surfé sur les aphorismes « on se bat », on se débrouille ou trivialement on jongle. Avatar de Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le vin important de la longévité du président. D'ailleurs, Paul Biya n'était-il pas lui-même clair en 2015? Dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Produit de séminaires et de Sciences Po à Paris, le président élu à 71% en 2018 a parfois eu le ton menaçant devant ce qui est assimilé
à des velléités d'hypothèque à son pouvoir. En 2008, au cœur des émeutes dites de la faim, le deuxième président de l'histoire de la République du Cameroun a sorti du chapeau les apprentis sorciers, remettant le couvert sur la formule « Qui sont ces vendeurs d'illusions ?» parlant en ces temps-là d'opposants casseurs de la période des villes mortes. Vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous passerons, le Cameroun restera. Paul Biya, qui a cédé parfois sous la pression de la foule, des officines, des puissances étrangères, confiant qu'il est le meilleur élève de la France en matière de démocratie, ou rassurant d'autres partenaires que le Cameroun est la chasse gardée de personnes, s'est ainsi montré plus flexible et diplomatique sur des questions jugées par des analystes comme périphériques et a affiché des dehors impertinents lorsqu'une menace est détectée sur le mandat que lui a confié 7 fois déjà le peuple souverain. Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Et remémorant ces moments de transition à la tête de l'État d'il y a 4 décennies, 2 dates importantes à retenir, le 4 et le 6 septembre 1982. D'abord la démission du président Amadou Ahidjo et la prestation de serment pour la première fois de Paul Biya en qualité de chef de l'État. Un témoin de cette belle histoire nous refait le film de ces 2 journées. Alain Bélibi, à l'époque journaliste à la radio nationale, raconte dans cet entretien accordé à Ardonguefak. Alain Bélibi, bonjour. Bonjour. 4 novembre 1982, le président d'alors Amadou Ahidjo annonce sa démission. Quelles ont été les coulisses de cette annonce-là à la radio? Il faut déjà dire que la journée du 4 novembre 1982 avait démarré comme une journée tout à fait ordinaire. Alors, nous avons attendu toute la journée et puis on a demandé de la présidence que le journal ne démarre pas. On s'attendait à un remaniement du gouvernement. Et je me rappelle en particulier ce qu'avait dit celui qui était le chef du service des reportages, Gerba Malam. Alors que tout le monde supputait sur un remaniement ministériel, il a dit « Et si le président Ahidjo démissionnait ?» Ben évidemment, tout le monde a ouvert de grands yeux en lui demandant « Mais d'où est-ce que tu sors ce type de supposition ?» Et il a répondu, eh bien, la dernière sortie du président Ahidjo. Le président avait paru fatigué. À un moment, le ministre de l'Information et de la Culture de l'époque, M. Guillaume Boélé, est arrivé dans la salle de rédaction en compagnie du directeur de la radiodiffusion, le feu Alexandre Kokoa-Bessé. Alors, le ministre a pris la parole et a annoncé que le président a décidé de démissionner. Eh bien, on va diffuser le message du président, on va en faire une traduction en anglais, et puis le rédacteur en chef, Jean-Claude Autou, fera un commentaire. Et ça a été arrêté comme ça, jusqu'au moment où Jean-Claude Autou est intervenu et s'est fermement opposé à cette façon de faire. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise après le président? Quel commentaire? Et il a imposé qu'on diffuse le discours du président et la traduction en anglais. Quel est le ressenti de quelqu'un comme vous qui étiez à ce moment-là d'abord journaliste et puis citoyen? Eh bien, comme journaliste, c'est évidemment
la dimension de l'information. Comme citoyen, et il faut dire que la peur s'est un petit peu installée. À la fin du journal parlé, Charles Ndongo et moi, on a repris la route vers Lonka à 2. Il n'y avait quasiment pas de taxi, les rues étaient vides, ça ressemblait vraiment à un moment où tout pouvait se passer. 2 jours après, le 6 novembre, Paul Biya le remplace à la tête de l'État. Est-ce que c'était le profil qui raflait les pronostics? Incontestablement, le président Paul Biya, alors Premier ministre, était celui qui était tout désigné pour occuper la fonction de président de la République. D'abord, la Constitution était claire là-dessus. Au moment du rituel que nous connaissons, la prestation de serment, la fameuse phrase « Adus au souhait », quel est le témoignage que vous faites autour de ces moments-là? 2 témoignages. Le premier, c'est l'ambiance extraordinairement solennelle qui régnait à l'Assemblée nationale. Je dis extraordinairement solennelle en pesant mes mots. Le deuxième témoignage est un témoignage plus léger. Bien évidemment, la retransmission en direct était assurée par les grosses têtes de la rédaction, Jean-Claude Autou, Germain Malam et tous les autres. Et nous étions dans la cabine, à les regarder faire. Il y avait parmi nous quelqu'un d'extraordinairement facétieux, Emmanuel Mpélé, qui, regardant les aînés travailler, s'est aperçu que dans ce que nous, les journalistes, appelons biscuit de Germain Malam, il y avait un papier que j'avais écrit. Alors, il m'a dit, cette phrase est restée célèbre dans la salle de rédaction, il m'a dit, je crois reconnaître là le fac-similé de ton document. Il a fallu que nous sortions rapidement de la cabine pour aller rire à gorge déployée à l'extérieur. Merci, Alain Béli. Et le 4e épisode reviendra demain sur les convulsions sociales en 40 ans de renouveau. Et à suivre dans le 19h50, une femme qui donne naissance pour la première fois à l'âge de 55 ans, une nouvelle prouesse de la fécondation in vitro au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Et nous irons à la découverte d'un passionné d'agriculture. Sa passion lui a valu le surnom de Docteur Cacao à Olem, localité située à une dizaine de kilomètres des Bolora. Et le 12e numéro de Prélude mondial Qatar 2022 est consacré à Miroslav Klose, l'ancien attaquant allemand, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Dans l'actualité également, le bonheur de donner la vie, une femme l'a connue grâce à la fécondation in vitro au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie, endoscopie et reproduction humaine. Cette nouvelle maman donne naissance à son premier enfant à 55 ans, l'âge limite relativement à la procréation médicalement assistée. Karel Mesatiatuya, Serge Alazibou. Elle est limite dans l'âge autorisé pour une procréation médicalement assistée au Cameroun. Il s'en est fallu de peu pour que cette maman militaire de profession n'entende jamais les cris du tout premier bébé sorti de ses entrailles à 55 ans. Passé cet âge, nul besoin de recourir à une fécondation in vitro au crasser. La loi ne l'autorise pas. Ce n'est pas le seul interdit ici, apprend-on. La grossesse pour autrui, nous ne la faisons pas parce que c'est interdit par la loi. Nous ne monnayons pas les produits de conception, les gamètes par exemple, on ne les monnaie pas ici. Je crois il faut bien comprendre ça. Il y a d'autres dispositions, par exemple, nous ne faisons pas les manipulations embryonnaires. Donc nous ne faisons pas des tests là-dessus. Ces professionnels de la santé disent coller à l'esprit de la loi numéro 2022/014 du 14 juillet 2022 relative à la procréation médicalement assistée dans le pays. Ça éloigne de dérapages et sanctions. On a intérêt à respecter la loi si on ne veut pas être sanctionné. Jean-Marie Cassia éclairait la lanterne du public au sortir du bloc opératoire où 2 bébés in vitro ont vu le jour par césarienne ce 2 novembre en dépit de la complexité de cas de leur maman.
Et les scientifiques envisagent désormais une production de qualité rapide du porc pour une consommation sécurité est vitale pour l'homme à travers l'insémination artificielle, une technique qui va contribuer à mettre ces bêtes à l'abri des maladies. C'est l'objet des échanges depuis ce jour au cours d'un atelier ici même à Douala. Junior Ossin et Henri Tina. Du porc brisé, de plus en plus vendu dans les rues de Douala, inquiète certains producteurs de porc. On doit le faire consciemment parce que entre commercialisation et manipulation du porc, on peut infecter ceux qu'on a déjà en ferme. Donc cela doit se faire de manière ordonnée. La production, la transformation et la consommation du porc deviennent une préoccupation majeure faisant intervenir les progrès scientifiques. Avec 20 000, 25 000, chaque éleveur pourra se procurer une poche de semences et inséminer sa truie en 5 minutes. Ça évite les maladies, c'est moins coûteux et c'est avantageux parce que nous avons la production de porcelets de race et de bonne qualité. Cet atelier ouvert à Douala pose ainsi les jalons d'une technologie nouvelle dont le Cameroun sera le pionnier en Afrique centrale pour ce qui est de l'insémination artificielle. On a compris qu'il est vraiment urgent de changer les méthodes d'élevage ici au Cameroun puisque ces souches comparées aux nôtres croissent beaucoup plus vite avec une quantité très réduite d'aliments. Rappelons que l'insémination artificielle est une technique de fécondation sans intervention directe du mâle, par dépôt de sperme dans les voies génitales de la femelle. Elle est utilisée pour la diffusion du progrès génétique et permet à l'éleveur de gagner du temps dans l'exploitation. Allons à Olem, un village forestier situé à une dizaine de kilomètres des Bolova, à la rencontre de Jules Julien, un passionné de la culture du cacao sous ombrage naturel, adepte d'une agriculture qui se nourrit du milieu et non des engrais. Le jeune homme développe à partir de son exploitation l'harmonie entre espèces au fin de trouver un équilibre bénéfique à sa cacaoyère. Un amour pour la plante et qui lui a valu la reconnaissance de docteur du cacao dans toute sa contrée. Reportage Ambroise Fouquet. Dr Kaka, le médecin du cacaoyer. Ce sobriquet attribué à Jules Adrien comme à Olem, il vole son village. Comme dans tout l'arrondissement de Bolova, premier lui colle bien à la peau. Je suis allé à 150 cabousses et j'ai fait une cueillette. Et maintenant, je ne peux pas y faire la seconde cueillette. Donc, nous sommes au-delà de 100 cabousses. 1 million à l'hectare. Après une acclimatation à la Cocoa Academy, ses étonnants exploits dans l'entretien de son verger de 2 hectares font courir des planteurs. On connaît d'abord le travail du cacao et à base de son travail, nous les jeunes, nous bénéficions beaucoup de techniques et beaucoup d'appui. Dr Kaka pense à un biotope où arbres et arbustes se côtoient puis se tutoient. Un parfait équilibre imposé par un sécateur. La taille est très nécessaire. Là, on parle de la taille de maintien. Une trilogie que Jules Adrien tient de son père, produire en épargnant la forêt, sans engrais artificiels et obtenir des cabosses compétitives. La quasi-totalité des producteurs de cacao se versent à l'utilisation des pesticides chimiques. Contrairement à moi, par exemple, le pied de cacao que vous voyez comment il est bien aéré. Vous n'avez qu'à avoir votre sécateur qui est là. Vous rendez votre cacaoyer très propre et il n'est pas exposé à la pourriture. L'activité de Jules nourrit son homme. Je nage déjà dans l'argent et je sais que dans les jours à venir, la vieille maison s'y va sauter ici là. Le docteur self-made man s'est déjà battu une réputation qu'il compte partager. Ils passent leur journée à chanter les louanges de l'Éternel. Dans les rues, ce sont de jeunes malvoyants. À Yaoundé, ils prennent d'assaut la plupart des grands carrefours dès les premières heures de la matinée pour ce qu'ils considèrent comme leur boulot. Concert dans la rue au rythme de les déficients visuels. Un reportage de Daniel Anissé-Boudjier et Samuel Bakissé. Haut-parleurs, tam-tam, chacha, micro, harmonica et l'orchestre est au complet. 4 jeunes déficients visuels qui, faute des yeux, ont mis la voix à profit. Tous les matins, ils chantent à travers les carrefours de Yaoundé à la recherche du pain. Parmi eux, Charlie. Pourtant bourré de talent, cela fait 6 ans qu'il s'est vu contraint de rejoindre ses camarades dans la rue,
faute de moyens et d'accompagnement. À la base, moi je suis auteur-compositeur de chansons, je suis pianiste, je suis harmoniciste. Donc je joue à l'harmonica, je me bats à composer les chansons et je joue aussi au piano. J'ai enregistré 2 chansons en studio, mais faute de moyens financiers, ça ne pouvait pas décoller. Je n'ai pas aussi de manager, je n'ai pas de producteur pour me produire. Donc je me bats seulement tout seul comme ça. La musique pour ce jeune aveugle de 25 ans est avant tout une passion née depuis l'enfance. J'ai commencé la musique quand j'étais encore tout petit. Donc mon papa, quand il avait un enfant, il a vu que comme il avait un enfant malvoyant, et lui il avait l'habitude de voir les aveugles chanter comme Talandré Marie. Il s'est donc dit que moi je peux me lancer dans la musique. Donc c'est comme ça que j'ai alors commencé à prendre le goût de la musique. Il m'expliquait un peu ce que c'est que la musique et c'est comme ça que le don est venu. Comme lui, ils sont nombreux ces déficients visuels à donner des concerts dans la rue au quotidien. Au-delà de la recherche du gain, c'est une manière pour eux de démontrer que malgré leur handicap, ils peuvent toujours être utiles à la société. Parlons de sport à présent et pour ce nouvel épisode de la série sur les préludes de Qatar 2022, intéressons-nous ce soir à une figure mythique de la Coupe du Monde de football. Miroslav Klose, l'ex-attaquant de la nationale Mannschaft, a laissé une empreinte indélébile en devenant en 2014 au Brésil le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Retour sur ses 16 réalisations en 24 matchs dans cet élément que signent Marc Chouamon et Calvin Tekam. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Escalmonde, une signature de Lille Piediou et Calvin Tekam. Commerçants camerounais vivant à la frontière avec la Guinée équatoriale souffrent beaucoup depuis la fermeture des frontières terrestres équato-guinéennes en vue de la campagne présidentielle qui débutera ce 3 novembre dans ce pays d'Afrique centrale. Pour faire traverser les marchandises de l'autre côté de pour la Guinée, c'est pas facile. Bon, on est obligé de passer par la Beauce. Sans les Guinéens, et c'est qui aussi est quoi, c'est rien. Les Guinéens, ils arrêtaient, ils nous mataient, ils brûlaient nos marchandises. Et on était endettés partout. Le 25 octobre, le vice-président Théodorine Nguema Obiang avait justifié cette mesure pour éviter l'infiltration de groupes qui peuvent tenter de déstabiliser la campagne sans donner de date officielle de réouverture des frontières et préciser que seuls les aéroports resteraient ouverts. Quatre policiers déguisés en membres des Avengers font irruption dans un quartier dangereux de Lima. Spider-Man, Captain America, Thor et la Veuve Noire enfoncent une porte et arrêtent plusieurs trafiquants de drogue recherchés. Les 4 super-héros étaient en fait des membres d'une escouade spéciale de la police péruvienne lors d'une opération dans laquelle ils prétendaient faire la promotion d'un concert de Halloween pour passer inaperçus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin revient à l'Assemblée nationale sur les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration dont il a vanté l'équilibre entre durcissement sur les expulsions et main tendue pour les travailleurs immigrés. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Dirigeants, ministres des Affaires étrangères et délégués arrivent pour le 2e jour du sommet des dirigeants arabes, le premier en 3 ans. Il s'agit de la première réunion à ce niveau de la Ligue arabe qui regroupe 22 pays depuis celui qui s'était tenu en mars 2019 à Tunis avant la pandémie de Covid-19. Le président kényan William Ruto annonce le déploiement des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une opération régionale conjointe contre une offensive rebelle. Le destin de la RDC est intimement lié au nôtre.
Nous avons tous intérêt à ce que la République démocratique du Congo soit stable et sa sécurité est une obligation que nous nous engageons à assurer autant que possible. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous reviens demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.